Bienvenue sur Studio Perspective. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder notre contenu et nous vous en remercions. Studio Perspective fait sa rentrée. De nouveaux programmes s'ajoutent à notre catalogue afin de toujours mieux vous informer, vous divertir et vous inspirer. De nous à vous, bonne rentrée et surtout, bon visionnage. Bienvenue sur 26 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, ce soir, nous recevons Monsieur Geoffroy Fumboula. On ne dit pas monsieur, c'est vrai que vous êtes député sortant. Exact. Donc on dit l'honorable député. L'expression consacrée, c'est l'honorable, mais il n'en demeure pas moins que c'est Geoffroy Fumboula. C'est monsieur, mais surtout qu'on peut se tutoyer. On se connaît dans un autre cadre, donc on ne se connaît pas aujourd'hui, on se connaît dans le domaine de l'entrepreneuriat. Exactement. Voilà. Ok, donc bienvenue chez nous. Merci. Studio Perspective, comme d'habitude. Et tout de suite, moi, je vais t'attaquer directement. Pas de souci. Ambiance bon enfant, bien sûr. Tu as été porte-parole du candidat Oligui en avril dernier et député sortant du Parlement. Pourquoi, ça c'est vraiment un autre vue, vue de l'extérieur, pourquoi ne pas continuer avec les bâtisseurs et pourquoi la majorité bloquante? Pourquoi ne pas faire simple et aller avec les bâtisseurs? D'accord. La réponse aura deux volets. Le premier volet, c'est que je ne suis pas politique. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je n'ai jamais aspiré à être dans un parti politique. Je suis un acteur civique. Et en tant qu'acteur civique, je fais beaucoup d'éducation, beaucoup de pédagogie. Et si vous suivez mon actualité, à chaque élection, je me suis toujours battu à faire comprendre que l'élection n'est pas une chose réservée uniquement aux politiques. L'élection est d'abord une chose citoyenne. C'est pour ça que quand on parle de l'Assemblée, on dit de l'Assemblée, c'est la maison du peuple. Mais les politiciens, par leur pratique, ont réussi à nous convaincre qu'en fait, c'est la maison des politiciens. Non, c'est la maison du peuple. À l'Assemblée, on doit retrouver toutes les couches de la société, parce que c'est de là-bas où on prend les décisions qui s'imposent. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous êtes candidat dans notre environnement, dans notre pays, la première image qu'on a, c'est que vous faites de la politique. Le deuxième volet, c'est que je me réjouis aujourd'hui d'être candidat en tant qu'acteur civique. Pourquoi? Parce que simplement, depuis que le Gabon existe, c'est la première fois dans notre constitution qu'il est reconnu à la société civile la qualité de participer au débat démocratique. Ça n'a jamais existé. Ce sont les retombées de la nouvelle constitution. Avant, la démocratie était uniquement pluraliste, réservée aux politiciens. Aujourd'hui, dans la nouvelle constitution, son préambule, elle est pluraliste et participative. Ce qui veut dire que dans le débat démocratique, dorénavant, on a trois acteurs. Les politiques, qui se décomposent en opposition et en majorité, et la troisième voie qui est dorénavant la société civile. Et c'est en ce sens que moi je suis candidat pour le compte de cette troisième voie. Mais vous comprenez, comme c'est quelque chose de nouveau, la population n'a pas encore compris, on n'a pas encore appréhendé, on est encore dans les schémas anciens, où pour nous c'est soit tu es de l'opposition, soit tu es de la majorité, soit tu es avec le président, soit tu es encore... En fait c'est ça. Mais bon, avec la pédagogie, les gens vont peut-être comprendre avec le temps. Justement, 2 ans à l'Assemblée nationale, et quel est ton bilan? Quel est ton bilan, le bilan que tu fais? Et surtout, je peux peut-être me tromper, mais tu défendais l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les fonds Covid. Alors, sur les fonds Covid, je commençais par là avant d'aboutir au bilan. Il y a eu une enquête parlementaire, mais qui a été cachée par les députés qui l'avaient adoptée, la 13e législature. Ils n'ont pas voté pour la divulgation des conclusions de l'enquête parlementaire. Et vous connaissez que la configuration du Parlement de la transition était majoritairement politique et majoritairement pédégiste. C'était majoritairement les mêmes qui avaient voté pour la non-divulgation qui se retrouvaient majoritaires au Parlement. Pas qu'on n'a pas essayé de forcer à publier. On est en minorité, c'est clair. Maintenant, par rapport au bilan, mon bilan, je vais vous le présenter en 2 rubriques. Une rubrique purement professionnelle liée au travail législatif et une rubrique qui est sociale. Du point de vue professionnel, l'Assemblée nationale de la transition a eu à... Les députés de l'Assemblée nationale de la transition ont eu à émettre 8 propositions de loi. Et sur les 8, j'en ai proposé 3 qui ont été adoptées à 100%. Une loi pour les personnes vivant avec un handicap, ça faisait 30 ans qu'ils attendaient cette loi, ils l'ont obtenue.
Une loi pour les ONG, c'est la toute première loi pour les ONG au Gabon depuis que le Gabon est Gabon. Et une loi pour les défenseurs des droits humains, les syndicalistes, les acteurs de la société civile. Et c'est la première loi au Gabon depuis que le Gabon est Gabon pour les défenseurs des droits de l'homme, auquel moi j'appartiens puisque c'est la société civile. Ouais. Dans le cadre législatif, toujours en matière de bilan, j'ai apporté un amendement à la loi de finances qui a permis d'inscrire pour la première fois depuis que le Gabon existe une ligne budgétaire au bénéfice de la jeunesse. 500 millions pour le compte national de la jeunesse, pour le compte du Conseil national de la jeunesse du Gabon, afin de développer les activités au bénéfice de la jeunesse. Cet organe, par exemple, a été créé avant les années 60. Mais on n'a jamais eu une inscription budgétaire dans la loi de finances. C'est la première fois. Il a fallu qu'un député de la transition que je suis, très au fait des questions jeunesse, arrive pour le faire. En bilan, par rapport au travail que j'ai eu à faire, vous avez suivi les différentes questions d'actualité. J'ai peut-être le mérite d'avoir posé le plus grand nombre de questions d'actualité aux membres du gouvernement, en l'espace de quelques mois de transition. Donc voilà un peu de façon résumée le bilan du point de vue législatif. Maintenant, du point de vue social, je vous le dis et je le dis partout où je vais. Je n'ai bâti aucun patrimoine personnel pendant toute la transition. Ce que j'ai eu à avoir en tant que vice-président, je l'ai investi dans ce que j'estimais être utile. J'ai rénové à fonds propres l'école publique de Kingeli, en y laissant à l'intérieur une salle informatique, leur première salle informatique de 12 ordinateurs connectés à Internet, parce que j'estime que les enfants, quoiqu'étant les quartiers sous-intégrés, ont également droit de rêver à avoir un minimum. J'ai fait la même chose pour l'école publique de Bellevue 2, qui était dans le noir, abandonnée, tout ça. Les gens connaissent dans quel état c'était. Wow. J'ai rénové toute l'école et en y laissant une salle informatique de 30 ordinateurs. Je n'ai pas de budget pour ça. J'ai décidé de consacrer mon salaire pour ça. J'ai offert aux chefs de quartier, aux chefs de canton, chefs de village du Gabon, leur première maison nationale. Depuis que les chefferies existent, n'avaient pas un point où tous pouvaient se retrouver. Depuis plus d'une année, j'ai pris un local que je paye à mes frais, que j'ai aménagé, qui est aujourd'hui la maison nationale de la chefferie. Tous les chefs de quartier du Gabon, les chefs de village, chefs de canton savent qu'à Libreville, ils ont un endroit où ils peuvent se retrouver. J'ai rénové à titre personnel le siège des sourds-muets. Les gens savent à quoi ça ressemblait, non loin du gouvernorat, totalement abandonné. Nos frères se lavaient à l'air libre parce qu'ils n'avaient pas de douche. J'ai fait construire un compartiment, 2 douches, 2 toilettes, 1 toilette VIP, et j'ai aménagé le site en y laissant une salle informatique. Là, je suis en train de travailler sur le lancement d'un incubateur social au sein de Kingeli, qui sera le tout premier incubateur social pour accompagner les jeunes des quartiers sous-intégrés. Et on a eu accompagné une 30aine de jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et des activités génératrices de revenus. J'ai eu à titre personnel à donner un coup de main du côté de la Bibliothèque nationale. Je pense que vous avez peut-être suivi l'actualité, où le site était tout à fait. Vous voyez, l'herbe n'y est plus. C'est moi-même qui fais l'entretien. J'ai fait installer des caméras de surveillance pour protéger le site et mis des lumières de part et d'autre. Donc, ce que j'ai eu pendant la transition, je n'ai bâti aucun patrimoine avec. On s'est connus dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je ne suis pas assez gourmand. J'estime que j'avais déjà le minimum. Dieu me donne le peu. Et ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'extravagance. J'aurais pu acheter des voitures, construire des buildings, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas ce qui est important. Je ne connais pas quelqu'un qui se quittait sur cette terre avec tout ça. Donc, c'est un peu ça. En résumé, le bilan qui est le mien. Maintenant, moi, je veux profiter du fait que tu sois là. Lorsqu'il y a une enquête parlementaire, d'où viennent ces fonds? L'enquête parlementaire, les fonds sont... L'Assemblée nationale est une institution. Donc, les fonds sont les fonds de l'institution. C'est l'institution qui finance l'enquête parlementaire, d'où mon coup de gueule, en disant que je ne comprends pas que l'État, donc le contribuable, paye pour une enquête parlementaire, et vous rendez des conclusions, vous décidez de ne pas rendre compte aux contribuables des conclusions de cette enquête, parce qu'il faut protéger les amis qui sont ministres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comment je vais un peu rêver, mais comment, ça veut dire après le 27 septembre, lorsqu'on aura de nouveaux députés, il est possible de débloquer cette situation? Exact, mais il faut maintenant que les députés citoyens soient en majorité. Parce que le Parlement, c'est la dictature de la majorité. Tant qu'on est en minorité, c'est pas évident. Mais déjà, même pour que cette question soit remise au jour, ce qu'il faut comprendre, c'est que les débats au sein de l'Assemblée, la prise de parole se fait par les groupes parlementaires. Et c'est justement pourquoi on a positionné 19 candidatures, dans l'espoir d'avoir d'abord un groupe parlementaire pour porter
cette préoccupation. Si on n'a pas de groupe parlementaire, pas évident, on ne va pas demander au groupe parlementaire du PDG ou bien peut-être de l'UDB, où il y a encore beaucoup de PDGistes, de dire, bon, on veut réouvrir l'enquête sur la Covid. Donc, c'est pas évident. Ouais. Maintenant, je vais un peu revenir sur la majorité bloquante. Ouais. En fait, je me dis, avec un tel nom, j'ai l'impression qu'en fait, ça signifie vous êtes vraiment en mode défiance. C'était fait exprès. C'était réfléchi, c'était... En même temps, en fait, l'idée, il fallait choquer. Vois-tu, quand on lance le mouvement, le jour où on lance même le mouvement, première conférence de presse, sur une chaîne de la place, on commence à nous tirer dessus. Oui, il lance la majorité bloquante, il a été nommé par le président, vice-président, c'est de l'ingratitude, non, c'est du marchandage, c'est de la mendicité. Non, on m'a... Mais tous ceux qui l'ont fait, je dis juste merci, parce qu'ils ont fait de la publicité pour nous. Et les interrogations que vous posez, c'est ce qui nous a justement permis, c'était fait exprès, de davantage faire connaître tout le monde, parce que tout le monde voulait comprendre, mais ils veulent bloquer qui? Ils veulent bloquer quoi? Est-ce qu'ils veulent s'opposer au président? En fait, ils n'ont pas compris derrière que la majorité bloquante, en gros, n'est tout autre que ce qu'on appelle, dans le cadre des activités parlementaires, une minorité de blocage. Je vous explique. Un chef d'État, pour gouverner, a besoin d'une majorité relative, c'est-à-dire la moitié des députés plus un. Il fait passer ses lois, il gouverne normalement. Maintenant, quand il veut aller au-delà de ce qui est normal, comme par exemple modifier la Constitution par voie parlementaire, voter, quand les parlementaires, quand ils veulent voter la levée de l'immunité parlementaire et beaucoup d'autres actes consacrés par la Constitution, il a cette fois-ci besoin d'une majorité absolue de 2/3. Okay. Donc nous, quand on dit majorité bloquante, on veut être une minorité de blocage de 1/3 pour que, par exemple, s'il arrive que le président dise, bon, nous, on veut modifier la Constitution, comme ça se faisait avant, par voie parlementaire, ce 1/3-là dise non, on s'oppose, allez-y consulter le peuple par référendum. Okay. Donc c'est ça, en fait, la majorité bloquante. C'est ce petit tiers-là qui, quand le gouvernement voudra aller au-delà de ce qui est normal, pourra s'opposer pour dire non, ça, il faut qu'on aille voir le peuple. Ce sont des questions qu'on ne doit plus régler comme autrefois au sein du Parlement. Ok. Mais en même temps aussi, on est un peu perdu avec la 4e République, avec la 5e République. Le chef de l'État, il est en même temps chef du gouvernement. On se dit, est-ce que ça en vaut la peine d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce que tu peux nous édifier par rapport à ça? Et surtout pour que ceux qui nous regardent comprennent. En réalité, comme je l'ai dit, nous sommes dans un régime présidentiel. Nous avons vécu pendant longtemps sous le régime mixte. Et c'est pour cela que même ceux qui sont proches ou bien au sein du parti du président n'ont pas encore compris qu'on a changé de régime parce qu'ils continuent de promouvoir un discours qui est adapté au régime mixte. En fait, dans le régime mixte, le président a besoin d'une majorité au Parlement. Pourquoi? Parce que dans le régime mixte, le président, il y a un président de la République et un premier ministre, chef du gouvernement. Et le premier ministre, chef du gouvernement, est souvent issu des rangs majoritaires à l'Assemblée. Exactement. Et pourquoi? Parce que simplement, il est issu des rangs majoritaires. C'est pour éviter que cette majorité-là n'accorde pas la confiance ou elle n'arrive pas à faire un vote de censure pour faire tomber le gouvernement. C'est un peu le scénario auquel on assiste en France. Ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est le régime extrême en France. Mais dans le régime présidentiel, le président est le chef du gouvernement. Et il n'y a aucune disposition dans tous les régimes présidentiels du monde où le Parlement peut faire tomber le président qui est à la fois le chef du gouvernement. Donc, de ce fait, en réalité, il n'a plus besoin d'une majorité absolue. Il a à la limite peut-être besoin d'une majorité relative, 50% plus 1. Donc, il n'a pas besoin d'avoir flop de députés au niveau de l'Assemblée pour soutenir son action, parce que dans le régime présidentiel, le Parlement ne soutient pas l'action du gouvernement. Il ne s'oppose pas, mais il ne soutient pas. Or, dans le régime mixte, il soutient l'action du gouvernement parce qu'il soutient le Premier ministre en ne votant pas une motion de censure ou bien en accordant le vote de confiance. Donc c'est ça en fait. Et moi je suis souvent surpris quand je vois au niveau de... Non, même les partis politiques de l'opposition d'hier, tout le monde dit non, on va là-bas pour donner une majorité confortable au président à l'Assemblée nationale. Mais en fait, il n'en a pas besoin. Le Parlement aujourd'hui a besoin des parlementaires citoyens. Mais vois-tu, moi j'ai été porte-parole du chef de l'État. Nous n'étions qu'une vingtaine. Pensez un seul instant que moi, qui ai promu ce projet de société à travers lequel il a été élu, c'est moi qui viendrai détruire ce projet de société. Ça n'a pas de sens.
Simplement parce que beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à comprendre et à séparer les missions de l'exécutif de celles du législatif. Le législatif n'a pas pour mission de se constituer en gouvernement bis de l'exécutif. Malheureusement, beaucoup de parlementaires qui disent vouloir constituer une majorité présidentielle veulent en réalité se positionner en gouvernement bis au sein du Parlement et transformer ainsi le Parlement en une chambre d'enregistrement. Et nous, on s'oppose farouchement à cette approche. Parce qu'on n'a pas envie que le président que nous venons de plébisciter, qui défend le projet de société de tous les Gabonais, parce que son parti n'existait pas encore et le PDG n'est pas le seul. Si c'était que pour le PDG, je ne pense pas que les Gabonais auraient soutenu le président à la présidentielle. Je suis même sûr qu'il aurait pu avoir plus de 94,95%. On l'a vu pendant l'élection. Mais ceux qui ont voté contre majoritairement étaient les frustrés parce qu'ils n'admettaient pas que les PDGistes soient toujours aussi nombreux au sein de l'appareil de la transition. Donc, ce qui vient à dire que l'exécutif et le président, on a déjà épuisé le chapitre du président et son projet de société. Il faut maintenant qu'on ouvre un nouveau chapitre, celui du législatif et son projet de société. Or, vous allez vous rendre compte, vous allez les recevoir, comme vous nous recevez. Aucun parlementaire ne viendra vous présenter un programme parlementaire et local. Nous, on l'a fait. C'est 20 pages qui vous définissent exactement quelles sont les 73 propositions de loi que nous allons adopter et pourquoi nous allons les adopter. Quelles sont les 13 enquêtes parlementaires que nous allons engager et pourquoi nous allons les engager. Quelles sont les 5 missions de contrôle parlementaire que nous allons engager et quels sont les 10 amendements prioritaires à la loi de finances que nous allons faire. Justement, je vais profiter de toi. Tu étais à l'Assemblée nationale. Ouais. Moi, je veux savoir, tu as proposé, je crois, trois amendements. Excuse-moi, je n'ai pas forcément le jargon. J'ai proposé, en vérité, 5 propositions de loi et puis 3 ont été adoptées à 100%. Est-ce qu'en face de toi, il y a eu des propositions de loi? Il y a eu, comme je disais, on a eu 8 propositions de loi. Parce qu'il y a les projets de loi qui viennent du gouvernement. Et il y a les propositions de loi qui sont émises par les parlementaires. Donc, pendant la transition, 8 parlementaires, bon, on ne va pas dire 8, parce que si moi j'en ai proposé 3, le président Rufin Paco-Monzonga, je pense, en a proposé 3 également. Et puis on a 2 autres, et Alexandre Awassi, qui a proposé une, et le professeur Patrice Monzonga Muti qui en a proposé une. Il y a aussi le docteur Nathalie Ebanet. Mais en gros, ce que je veux tenter de dire, c'est que sur les 98 que nous sommes, nous étions environ 4 à avoir proposé des lois. Nous étions environ 4. J'ai envie de dire, c'est pas assez, ou bien c'est... Oui, mais on va dire quand même que le Parlement de la transition a eu un meilleur rendement que toutes les précédentes législatures. Vois-tu, par exemple, on te dira qu'au cours d'une législature, on pouvait se retrouver avec l'Assemblée nationale qui ne propose, les députés ne proposent que 5 propositions de loi pendant 5 ans. On a besoin d'une loi par an, quoi. Voilà, donc tu vois, ce qui fait que la plupart des lois qui étaient adoptées, c'est celles qui revenaient du gouvernement. Alors que le travail du parlementaire est justement de proposer des lois. Or là, on a des parlements dont la mission principale est juste d'analyser les projets de loi qui viennent du gouvernement. Alors nous, quand on arrive avec ce dynamisme-là, l'idée, c'est d'inverser la tendance. Moi, par exemple, quand je boucle, on me dit, mais vraiment, le rendement, c'est extraordinaire. Moi, au début, je ne comprenais pas, parce que les 3 propositions, je les avais alignées. Et puis, quand on me dit, non, mais vraiment, en fait, 3, pour moi, c'est peu. On dit, non, mais au cours d'une législature, on peut se retrouver avec 5. Je dis, ah bon? Mais finalement, on fait quoi ici? Mais bon. Justement, ça tombe bien. Tu es là. 3 propositions qui sont passées. Et on parle de l'applicabilité encore, ça c'est autre chose. Exact. Ça c'est autre chose. Maintenant, là, tu te positionnes pour le 27 septembre. Quelles sont tes propositions pour convaincre les Gabonais, en majorité, à prendre les bulletins, la majorité bloquante aujourd'hui? D'accord. La conviction ou sinon les motivations que chaque Gabonais, que chacun doit développer, on va les résumer de la façon la plus simple. Il y a un passé et un présent. Qui sommes-nous dans le passé? Nous sommes au niveau de la majorité bloquante, ces compatriotes qui ont toujours mené des combats à leur risque et péril. On n'était pas payé pour ça. On a pris des risques, on a failli perdre nos vies et ainsi de suite. Donc, en gros, par nature, on fait déjà don de nous au pays.
ce que nous recherchons au niveau de l'Assemblée, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Parce que la plupart de bon nombre de ceux qui se présentent, qui ont géré le pays et autres, sont des milliardaires, par exemple, mais ce n'est pas le million de députés qu'ils recherchent. Un détourneur de fonds, quand il veut devenir député, c'est pas pour... il en a déjà suffisamment. Il recherche en fait l'immunité parlementaire. Pourquoi? Parce que l'immunité parlementaire est cette disposition qui interdit qu'on arrête ou qu'on poursuive un parlementaire pendant tout son mandat. C'est pourquoi, vous voyez, quand ils finissent de détourner, ils viennent investir dans la campagne, ils achètent des consciences pour rechercher cette protection, afin que jamais ils ne soient poursuivis. Nous, par contre, on recherche la protection pour que, quand on va les poursuivre, eux, ils ne nous poursuivent pas en retour. Et c'est pourquoi on veut qu'ils ne soient pas élus, parce que nous, quand on va arriver, on a déjà annoncé dans notre programme, on va engager des enquêtes, justement, contre bon nombre d'entre eux. L'NGT, l'NGTI. On ne sait pas où est parti cet argent. On a tout ce qui est fonds Finex. On ne sait pas où est parti cet argent. On a près de la Poste Banque. Oui, c'est bien, on va dire on a remboursé, nous on a voté 10 milliards pour pouvoir commencer à payer les épargnants. Mais on ne nous dit pas qui a détourné cet argent. Mais nous, on sait que beaucoup de ceux-là, les bassins versants, l'argent des bassins versants, on sait que beaucoup de ceux-là qui étaient dans le parti au pouvoir avant, certains ont migré dans le parti présidentiel, on sait tous qu'ils recherchent l'immunité. Parce que beaucoup savent que nous sommes teigneux. Quand on va arriver, on va engager des procédures et des enquêtes pour que chacun vienne répondre. Donc c'est ça en fait, la première motivation pour les compatriotes. La deuxième motivation, c'est le contenu de notre projet. 73 propositions de loi, vous voyez qu'en 26 minutes, on ne peut pas... Mais je peux quand même en parler de quelques-unes, notamment celles liées à la souveraineté économique. Il faut qu'on arrive à mettre en cohérence la Constitution et les textes actuels. Voyez-vous, dans la Constitution, en préambule, il est dit que la souveraineté sur les richesses du sol, du sous-sol et du numérique appartient dorénavant au peuple. Or, à côté, quand on regarde par exemple le code minier ou le code des hydrocarbures, encore le code foncier, il n'y a pas de disposition à l'intérieur qui, par exemple, consacre la sous-traitance exclusivement aux nationaux. Donc, au nom des réformes, nous, on veut modifier ces codes pour insérer des dispositions de cette nature-là, de façon à ce que, par exemple, dans le cas de la sous-traitance pétrolière, seuls les Gabonais puissent développer des activités à l'intérieur. Mais à côté aussi, au niveau des réformes, on suit tous les films du Nigeria, du Ghana, on voit dans ces films, dans des villages, des milliardaires, qui sont milliardaires à cause du pétrole, des mines qu'on exploite. Donc, nous, on a envie également de mettre en cohérence ce code-là par rapport à cette réalité. Si vous, Sona, bon, c'est tout le bien que je vous souhaite. Vous décidez d'ouvrir une grande compagnie pétrolière dans l'une des circonscriptions de notre pays, mais dans ces réformes, il vous sera fait obligation, par exemple, de réserver 5 à 10% du capital aux autochtones. Ces autochtones pourront se constituer en association, en groupe, et être actionnaires quand vous venez puiser. Ce qui fait qu'il y a un retour direct de l'exploitation de leurs richesses par rapport au développement de leur communauté. Et le fait qu'ils soient aussi actionnaires fait en sorte qu'ils puissent participer au conseil d'administration pour décider, par exemple, de comment sera orientée la RSE pour le développement de leur collectivité. Donc là, je vous ai juste pris un exemple. Mais on peut encore aller plus loin. La formalisation du secteur informel, qui nous échappe totalement. Au Gabon, nous avons deux grands dispositifs. Nous avons, par exemple, l'ANPI, et nous avons aujourd'hui la Chambre des métiers. En réalité, l'ANPI se concentre à accompagner les entreprises, les sociétés, en tout cas, ceux qui ont une certaine taille. Mais la Chambre des métiers, en fait, est celle-là qui est censée accompagner les petits métiers, les commerçants, ainsi de suite. On a envie d'apporter des réformes de ce côté-là, de façon, par exemple, à avoir un commerçant, bénéficier de sa carte de commerçant, avec un numéro cotisant, NAMGS, CNSS, parce que ce qu'on veut donner aujourd'hui, c'est donner également la capacité à nos commerçants, commerçantes, à nos jeunes qui mènent des activités génératrices de revenus, pourquoi pas de préparer leur retraite avec ça. Donc ce sont autant de réformes que nous souhaitons apporter, et puis le fait que l'on arrive à formaliser l'informel, ça nous permet justement de limiter les fuites des capitaux, parce qu'on saura exactement combien de commerçants nous avons, et quelles sont les activités de ces différents commerçants. Et derrière, avec d'autres réformes qu'on compte introduire, notamment sur la limitation des sorties d'argent, un peu comme ça se passe. Vous avez beaucoup voyagé au Maroc et autres, on ne sort pas de l'argent. L'argent ne sort pas, voilà. Donc on va nous trouver peut-être dur à travers nos lois, mais on a envie de les amener
modifier justement des dispositions en matière de transfert d'argent pour empêcher les sorties d'argent. En empêchant ces sorties d'argent, ça permet justement à nos banques d'avoir suffisamment de stock. Et si elles ont suffisamment de stock, elles peuvent facilement accompagner les entrepreneurs parce qu'elles auront des disponibilités. Donc, voilà un peu ramasser, imager ce que nous comptons faire. Si on arrive au Parlement et si on arrive à avoir un groupe parlementaire, si les populations dont vous décidez de voter pour nos 19 candidats aux législatives et nos 18 listes locales. Justement, depuis plusieurs semaines, on va même dire un mois, le Gabon est sous le feu des projecteurs. Ouais. Par les communautés amies du Bénin, etc., pour les lois qui sont promulguées par le Parlement, par l'État et autres. Quel est ton point de vue là-dessus? Je pense que c'est nos communautés amies, on va rester amis. Maintenant, on va encore commencer à nous détester. L'idée n'est pas qu'elle nous déteste. Parce que moi, je dirais que le président, jusqu'à présent, il est encore assez ouvert. Nous, nos réformes, elles sont plus dures. Elles ne touchent pas que le secteur bancaire. Le secteur des assurances également doit être détenu par les Gabonais. Les postes clés dans les banques doivent être détenus au-delà de DG. On a les ressources humaines, on a le pôle financier. Oui, ce sont des compatriotes qui doivent détenir. On a des réformes un peu plus dures, mais que veut-on? On n'a qu'un seul pays. Et je suis désolé, on pense d'abord à nos compatriotes. C'est pas pour autant qu'on rejette nos frères venus d'ailleurs, puisqu'on va tous évoluer ensemble, mais dans un nouveau cadre. Et qu'ils appliquent la même chose chez eux. Mais qu'ils appliquent déjà. Et on ne se plaint pas. Malheureusement, on n'a que 26 minutes pour convaincre. Et c'était M. Geoffroy Fumbola de la majorité bloquante. Et à très bientôt sur Perspective TV.